Je vais parler aujourd'hui d'une question qui est très importante et qui revient beaucoup dans les commentaires que vous faites, dans les questions que vous posez sur la chaîne, mais aussi qui est revenue 1000 fois chez les gens qui sont venus nous voir en consultation, Philippe, Sandrine ou moi, qui est finalement quand entamer un travail, quel travail entamer et surtout avec qui effectuer ce travail. Et comme évidemment je vais pas pouvoir en une vidéo traiter tout ça, je vais partir de la dernière question, avec qui est sans doute la plus importante. Parce que d'une certaine manière, il n'y a pas de bon psy. Il y a des mauvais sans doute, mais c'est de l'humain. Il y a des cadres, des lieux, des relations qui marchent et d'autres qui marchent pas. Ce qui serait même étonnant d'ailleurs, étant donné la complexité du psychisme humain, et du coup la singularité de chaque personne, ce serait qu'il y ait un protocole, un lieu, voire une personne qui serait le bon protocole, le bon lieu, la bonne personne pour tous les êtres humains. Ce serait absurde de penser ça. Bon. D'où aussi le caractère dérisoire parfois de certaines polémiques. Ça ne veut pas dire que tout s'équivaut, loin de là, mais les choses sont plus complexes. Et donc, si on repart de cette question avec qui travailler, elle est fondamentale, surdoué ou pas surdoué. Mais comme d'habitude, ce profil, ce rapport au monde, surexpose certaines choses qui sont souvent éludées d'habitude. Alors, parmi les gens qui viennent nous voir, il y en a un certain nombre qui sont allés voir 5, 10, 15 personnes avant et qui se sont heurtés, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on est forcément les bonnes personnes pour elles, mais qui nous racontent ce à quoi elles se sont heurtées. Des choses où on reconnaît d'ailleurs parfois, pour certains d'entre nous, notre propre parcours. Très souvent, pas toujours, heureusement, mais enfin très souvent, quand finalement le surdoué ose, avec le psy avec lequel il travaille, parfois depuis un moment, évoquer cette question de la douance, et dire voilà, en fait, il y a aussi ça, je me rends bien compte que ça a un lien. Il se heurte à un mur. Un mur assez massif, qui peut se traduire par exemple, carrément une négation, ou enfin bon, ça, c'est un mythe actuel, c'est une blague, on s'en fiche, bon, qui peut se traduire aussi par quelque chose comme oui, bon bah d'accord, vous êtes intelligent, super, enfin ça n'a aucun rapport avec ce sur quoi vous travaillez, avec vos souffrances, bon, c'est pas l'objet. Ça c'est la première version du mur. Alors, on pourrait se dire par rapport à ça, du coup, le salut, c'est forcément d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé sur la douance. Il y en a un paquet des psys qui disent, voilà, c'est mon champ de compétences. Sauf que là encore, c'est loin d'être une garantie. Et pas simplement pour des raisons de rapport de personne à personne, pour quelque chose de plus fondamental. Et finalement, spécialiser d'une question, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le psy en question travaille avec des gens qui sont concernés par cette question depuis longtemps. Bon. Est-ce que ça veut dire nécessairement que du coup il a développé une compétence et qu'il les comprend et qu'il sait travailler avec eux? Pas forcément, et c'est là où c'est complexe. Parce qu'un psy, quel que soit psychologue, psychanalyste, psychiatre, quelle que soit sa formation, quel que soit le nombre d'années de sa pratique, c'est bien sûr un être humain. Un être humain qui trimballe ses trucs, qui trimballe ses névroses, qui trimballe son histoire. C'est pas parce qu'on est psy qu'on a tout réglé, très loin de là. Et puis il y a des choses qu'il peut entendre et des choses qu'il peut pas entendre. Bien sûr, tout psy. Il y a des choses qu'il pourra jamais entendre parce qu'elles le fragilisent trop. Et si on en vient à cette question de la douance, pour quelqu'un qui n'a pas ce rapport au monde, même s'il est psy et qu'il est spécialisé sur la douance, c'est très fragilisant, au fond, le pouvoir de subversion que porte cette question. C'est-à-dire le surdoué qui arrive et qui dit, au fond, d'une manière ou d'une autre, qui dit, mais finalement, ce par quoi la plupart des gens trouvent une réponse à la question du sens de leur existence, ce par quoi ils tiennent debout, j'arrive pas à y croire, je trouve ça d'une fragilité incroyable, ça s'effondre, je trouve que c'est une blague, qu'est-ce que je fais de ça, de cette souffrance-là? Pour le psy, c'est pas du tout évident de pouvoir entendre ça. Et il y a 1000 manières de se spécialiser sur la douance pour au fond en circonscrire la portée subversive. Subversive, pas d'une subversion qu'on pourrait identifier politiquement, parce que forcément les surdoués sont, je sais pas, des grands révolutionnaires, ou... Non, c'est une subversion presque en amont encore. C'est beaucoup plus déstabilisant que ça, le doute existentiel dans lequel ils risquent de plonger leur interlocuteur. Donc, il y a 1000 manières d'être devenu psy spécialiste de la douance, soit parce que d'ailleurs on a tout simplement choisi un créneau, bon, c'est déjà une raison qui vaut ce qu'elle vaut, voilà, c'est un créneau porteur aujourd'hui, mais en plus, derrière ça,
parce que ça, à la limite, bon, ça peut être la raison initiale, mais finalement on pourrait se dire, bah, maintenant que depuis 15 ans ou 20 ans, cette personne travaille avec des surdoués, forcément, il a développé une compétence. Sauf qu'il y a peut-être des choses qu'il peut pas du tout entendre, il y a tout un regard sur la douance, tout un regard, ce regard qui consiste à regarder les surdoués avec une sorte de condescendance, comme des grands êtres immatures qu'on va accompagner, qu'on va aider à gérer leurs émotions, à contrôler leurs émotions, à se canaliser, qu'on va aider à s'adapter, qui est un regard au fond qui rassure le psy finalement, et qui, bien sûr, rencontre chez un certain nombre de surdoués une demande, parce que bien sûr que le surdoué, il n'est pas forcément à l'aise, loin de là, avec son ressenti, avec sa souffrance, qu'il a tendance lui-même à penser que quelque chose ne va pas chez lui. Donc bien sûr que s'il va voir un psy qui lui dit « mais oui, je sais bien », et qui lui décrit assez bien ses souffrances, puisque pour le coup, il les connaît empiriquement, il lui dit « voilà, je sais bien, c'est parce que vous êtes immature, laissez-moi, confiez-moi les clés, je sais ce qu'il vous faut, je vais vous guider pas à pas, il va falloir faire un peu des efforts, avec ces psys qui font la morale aux surdoués en leur disant « bon bah voilà, maintenant, il va falloir arrêter d'être paresseux, il va falloir se bouger un peu, mais je vais vous aider à vous bouger, on va le faire ensemble. » Bon, bien sûr que ce discours peut avoir quelque chose de rassurant. Le problème, c'est qu'il tape complètement à côté, que finalement il enferme l'individu, non seulement dans son impuissance, mais finalement il dégrade encore son image de lui-même, parce que si même avec un psy compétent il n'y arrive pas, si finalement il continue à être angoissé, c'est vraiment que quelque chose ne va pas du tout chez lui. Donc, c'est pas une garantie non plus, cette fameuse spécialisation. Alors si on prend en amont, justement, si on admet nos hypothèses, encore une fois elles sont des hypothèses, sur le fait que ce sont deux manières de travailler son angoisse, deux manières de travailler la question du sens. Finalement, chez le psy, qui a un rapport à ce travail de l'angoisse typique, au fond, c'est-à-dire qui trouve refuge pour donner sens à son existence dans les propositions qui lui sont faites par les groupes auxquels il s'identifie, les récits collectifs de ces groupes, qui définissent l'existence, le but de l'existence de telle ou telle manière. Finalement, ce psy, ça implique plusieurs choses dans son rapport à sa pratique. Ça implique d'abord que, bien sûr, la finalité du travail, il la connaît. Lui, il sait globalement ce que c'est que le bonheur, ou ce que c'est qu'en tout cas ce qu'il faut atteindre. Adapter l'individu, enfin, ce que c'est que la réussite. Il le sait d'avance, et il est là pour donner les clés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que bien sûr, sans doute, il construit sa propre position de psy, sa propre légitimité, il l'a construit autour de son expertise, autour des titres, autour de la reconnaissance qu'il obtient, etc. Donc il a terriblement besoin de se confirmer que ça fonctionne, que ces outils d'analyse sont les bons. Et surtout de ne pas les remettre en cause. Le psy qui n'est pas dans ce rapport-là au monde. Le psy qui est devenu psy parce qu'au fond, il avait envie de continuer à avancer un peu pour essayer de comprendre ce que c'est que ce foutoir du psychisme humain, espèce de truc tellement complexe, tellement immaîtrisable, et qui ne se donne pas du tout l'illusion qu'il le maîtrise, mais qui est dans son chemin, qui explore, et qui du coup regarde avec gourmandise les concepts qu'il manipule, surtout avec gourmandise le moment où il se casse la figure, le moment où c'est intéressant quand ça marche pas, parce que du coup ça oblige à penser, à réfléchir, à réinventer le cadre, et qui est dans cette recherche permanente. Celui-là finalement. Même s'il ne sait pas que c'est ça la douance, même s'il n'a jamais posé le mot lui, et que du coup, a fortiori, il n'est pas spécialiste de la douance, celui-là va pouvoir entendre 1000 fois plus de choses. Et finalement d'ailleurs, le protocole dans lequel il est n'importe pas tant que ça, au fond. Parce que, justement, s'il est dans ce rapport-là, finalement ce protocole, il le réaménage en permanence. S'il est psychiatre, ou psychologue, ou psychothérapeute, ou psychanalyste, ou coach, ou sophrologue, ou etc., finalement il se détecte au fait que, finalement, sa pratique, sa pseudo-expertise, c'est surtout le point de départ pour une exploration qui le mène toujours beaucoup plus loin. Et du coup, celui-là va inventer. Et donc, au fond, l'étiquette de départ, non pas qu'elle soit anodine et qu'elle soit totalement sans importance, mais finalement, elle est à prendre avec pas mal de précautions. Et bien sûr que c'est là que ça se passe. Pour le décrire même de manière... à partir même d'un exemple personnel, moi, la première fois que je suis allé voir une psychanalyste, j'avais 21-22 ans, et j'y allais pour, pas du tout parce que j'avais envie de devenir psy un jour, pas du tout, j'aurais juré que ça m'arriverait jamais, et j'y allais pour régler des trucs dans mon existence dont je savais pas forcément qu'ils avaient un rapport avec la douance, que je n'identifiais pas du tout comme ça,
Et il y a eu, j'ai un peu travaillé avec elle, mais j'aurais pas pu aller très loin avec elle, parce qu'il y a eu une manière, elle avait une manière de m'accueillir. Elle a jamais dit comme ça, mais au fond ça transpirait de toute son attitude, de toutes ses paroles. Quelque chose qui disait, avec beaucoup de bienveillance, hein, c'est une femme gentille, mais qui disait, voilà, moi j'ai compris ce que c'est que l'existence, et, et je sais ce que vous avez, bon, ce qu'il vous faut. Mais évidemment, je ne vais pas vous le dire, je vais vous aider à le trouver par vous-même. Et moi, du haut de mes 21 ans, je la regardais, et j'avais envie de lui répondre. Je l'ai jamais fait parce que je venais pas pour être hostile, et puis parce qu'elle m'était sympathique, mais j'avais envie de lui dire, mais j'y crois pas à ton truc. Enfin, il me suffit de te regarder, de voir comment c'est chez toi pour bien voir que toi aussi t'as des névroses, que t'as pas tout réglé, que tu n'as pas découvert le grand mystère de l'existence, hein, il n'existe pas celui-là, t'as fait ton chemin, bon voilà, mais j'ai pas forcément envie d'être toi dans 20 ans ou 30 ans, et c'est pas ça que je cherche. Je cherche pas quelqu'un qui ait les réponses. Je sais bien qu'elles n'existent pas, les réponses. Qu'il y a mes réponses que je vais trouver et élaborer au fur et à mesure, et sans doute que je vais passer une vie à élaborer. Je cherche juste quelqu'un qui m'aide à les élaborer. Pas qui croit les avoir pour moi, quelle blague. Donc, bon, elle m'a permis de faire un tout petit bout de chemin, mais ça pouvait pas aller très loin. Et le psy, finalement, avec lequel j'ai fait tout ce chemin qui m'a mené à découvrir que l'analyse, bien plus que finalement un outil pour travailler les souffrances, que c'était ça, mais que c'était d'abord et avant tout un outil d'exploration assez extraordinaire, que ça peut l'être, assez extraordinaire sur le rapport à soi, sur le rapport au monde, et qui m'a amené finalement à découvrir que il y avait là une liberté et un champ d'exploration potentiellement infini, pas seulement sur moi ou sur mon nombril, mais sur ce que c'est que d'être un être humain. Et du coup, qui m'a amené à ce constat, à mon esprit défendant et un peu surpris au départ, que pour pouvoir continuer l'exploration, il allait y avoir un moment où finalement il allait me falloir travailler sur la parole des autres et pas simplement sur la mienne, sur l'histoire des autres, et que donc ça allait me conduire dans le fauteuil de l'analyste. Ce psy-là, c'était pas du tout un psy spécialisé dans la douance, même la première fois que j'en ai parlé, que j'ai commencé à articuler à la douance, il a ouvert un peu des grands yeux, sauf que bien sûr, au fond, il y avait quelque chose chez lui qui me permettait vraiment de travailler, c'est qu'au fond, il était lui-même barré, il le savait, il se leurrait pas du tout, ça se voyait dans son positionnement, il était assez mutique, mais on voyait bien qu'il ne pensait pas avoir tout résolu, et quand il tentait des trucs, y compris des trucs théoriques, on voyait bien qu'il les tentait, que parfois c'était pertinent, parfois ça tombait à côté, mais que j'avais toute liberté pour penser, même dire que tiens, ce coup-là c'était tombé à côté. Et qu'il était sur son propre chemin, dans sa propre exploration, et c'est ça qui me permettait justement de pouvoir croire en sa capacité à écouter la mienne d'exploration. Finalement, pour que je puisse le penser comme psy, il fallait d'abord qu'il soit un père, P-A-I-R, et non pas un père, P-E-R-E, qui détiendrait le savoir, la loi, etc. Mais non, un père, c'est-à-dire quelqu'un qui lui aussi est dans la recherche, et qui lui aussi est sur son chemin. Ça me paraît fondamental. Ça me paraît fondamental pour toute personne qui va consulter, mais principalement dans le cas de la douance. Au fond, c'est de ça qu'il est question. Non pas de quelqu'un qui va vous apporter des réponses, mais d'un espace où on va pouvoir travailler à s'écouter soi. Parce que, justement, si on y revient à cette question du bonheur sur laquelle j'ai fait la précédente vidéo, il y a eu certains commentaires qui disaient ah le bonheur n'existe pas, de toute façon c'est un leurre, on se tyrannise avec ça, c'est la société d'aujourd'hui, l'économie de marché qui nous tyrannise avec ça. Pas seulement. On peut pas non plus en faire le deuil du bonheur. Après la question de savoir ce que c'est une question vertigineuse. Mais faire le deuil d'une existence qui est du sens, c'est impossible. Et si elle ne prend pas sens par le fait d'acquitter sa dette vis-à-vis du groupe, par le fait de tenir la place qui nous avait été assignée, par le fait de remplir son devoir, alors bien sûr qu'elle doit prendre sens par quelque chose comme le bonheur. C'est-à-dire quelque chose quand même par une existence qui est suffisamment lumineuse, douloureuse, bien sûr, une existence humaine, c'est toujours très douloureux, mais qui est suffisamment lumineuse, suffisamment pleine de sens, vécue de l'intérieur comme une aventure, pour que du coup on puisse appeler ça du bonheur, et que surtout on puisse voir passer les années, on puisse voir approcher la vieillesse, voir approcher la mort, affronter ces moments terribles où on se sent extrêmement seul, sans s'effondrer, et en se disant oui, bien sûr, c'est tragique de devoir un jour mourir, mais en un sens c'est pas grave, parce que malgré tout, ma vie, putain, elle a de la gueule, voilà, c'est dur, mais
bon, je peux l'accepter, et je peux même faire de l'amour avec ça, fabriquer du sens avec ça, avec cette dureté, parce qu'au fond, finalement, la vraie pierre philosophale, elle est là. Nous, l'être humain, on ne sait pas transformer le plomb en or. Par contre, transformer la souffrance, transformer le manque en de l'amour, en de la beauté, en de l'art, oui, ça, on sait. Et faire, je sais pas, pour ceux qui aiment la musique classique, écouter la musique de Bach, la joie extraordinaire qu'il y a dans la musique de Bach, elle n'est pas sans souffrance, elle n'est pas sans douleur, elle est d'un autre ordre, elle est dans cette capacité à un moment donné à transformer ça en une forme de sérénité qui est magnifique, mais qui fait pleurer aussi, qui est d'une tristesse infinie, et en même temps qui est une forme de bonheur. Voilà, bon. Mais ce bonheur-là, il est éminemment singulier. Il n'y a pas de recette pour ça. Personne ne peut dire pour vous, voilà ce que sera ce bonheur pour vous. Et c'est pas être en couple, ou avoir un métier, ou avoir des titres, ou avoir un bon salaire. Ça peut passer par là. Pour plein de raisons, pour cet individu, ça peut passer par là. Ça peut passer par le fait d'avoir grimpé les échelons dans la hiérarchie sociale, parce que dans l'imaginaire de cet individu, ça s'inscrit dans quelque chose qui fait vraiment une épopée, parce qu'il s'est extrait de tel endroit et qu'il est allé à tel autre endroit. Mais ça, c'est éminemment singulier, finalement. C'est comme la rose du Petit Prince. Il se trouve que pour lui, c'est une rose. Pour quelqu'un d'autre, ce sera, je sais pas moi, un cactus, une Ferrari, n'importe quoi, peu importe. Une histoire d'amour, un enfant et un certain type de rapport avec un enfant. Le fait de faire des photos magnifiques, le jardinage. C'est le propre de l'être humain, précisément. D'être capable d'inventer du sens, et d'inventer du sens d'une manière tellement protéiforme que de l'extérieur, on ne pourra jamais prescrire ce dont il s'agit. Donc, ce dont les surdoués ont besoin, c'est d'un lieu où pouvoir travailler ça. Par le corps, peut-être, bien sûr. Il n'y a pas que le divan de l'analyste. Et le divan de l'analyste, même quand ça fonctionne, l'analyse n'a pas vocation à être le seul espace où ça travaille. C'est l'ensemble de l'existence qui doit être mise en travail. Et pour ça, c'est important, effectivement, de trouver le bon interlocuteur. Et la première chose à s'autoriser pour trouver ce bon interlocuteur, c'est en rencontrer pas mal et à se fier à son intuition. D'une certaine manière, le conseil que je pourrais vous donner, c'est ne vous fiez pas à l'expertise, ou à la parole d'autorité, à la posture. Ne croyez surtout pas un psy qui vous dirait « si vous voulez pas travailler avec moi, c'est que vous faites de la résistance. Moi, je sais ce qu'il vous faut. » Non, ça part déjà très mal. Si vous sentez de la résistance, si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise avec cette personne, faites-vous confiance. Ce que je veux dire par pas à l'aise, c'est pas une question que la personne vous soit sympathique. Vous n'êtes pas là pour prendre le thé. Ça peut passer par là, mais c'est bien autre chose. C'est la confiance dans le fait que, cette confiance intuitive, dans le fait que ici, on va pouvoir être entendu. Peut-être être entendu dans le conflit d'ailleurs, peut-être qu'il y a quelque chose qui frotte dans cette relation, mais vous avez au fond de vous cette intuition que ce frottement, il est le bon pour vous, c'est celui dont vous avez besoin. Ou pas. Et quand ou pas, faut se barrer. Faut aller voir quelqu'un d'autre. Et il faut pas hésiter précisément à en rencontrer un certain nombre. Parce que pour le coup, ça c'est une chose qui est évidente, c'est que c'est tellement important cet aspect-là dans la relation de travail, que quand enfin quelqu'un qui a vu 5, 10 psys avec lesquels ça n'a pas marché, quand enfin il y a la bonne rencontre, le bon lieu, le bon endroit, il y a des choses qui se passent et qui peuvent être assez miraculeuses. Bon, assez miraculeuses, pas non plus. Voilà, c'est un lieu de travail, ça met souvent du temps, mais même pas toujours tant de temps que ça. Il y a une temporalité qui est imprévisible dans ce travail. Parfois il se passe beaucoup de choses très vite, parfois on a l'impression qu'il se passe rien pendant longtemps, et puis tout d'un coup il y a une accélération. Bon. C'est aussi ça d'ailleurs qui est passionnant pour le psy. Si à chaque personne et à chaque travail c'était la répétition des mêmes trucs, ce serait d'un ennui mortel. Enfin, ce qui est beau dans la position, ce que je vis moi comme beau, et quand j'en parle avec Sandrine Gianola ou Philippe Blasco, ils partagent tout à fait ça, et j'en ai parlé avec d'autres. Ce qui est très beau, c'est à quel point chaque chemin est singulier, et à quel point chaque temporalité est singulière. Et du coup c'est imprévisible. Et c'est dans l'improvisation que ça se passe. Au fond, je suis persuadé que, plus encore pour un surdoué que pour n'importe qui d'autre, la personne avec laquelle il a besoin de travailler, c'est quelqu'un qui est dans l'improvisation. Alors bien sûr, comme en théâtre, l'improvisation, elle vient pas de rien. Il faut avoir, bien sûr, travaillé pour avoir du matériau pour improviser. Mais l'improvisation, c'est d'abord la capacité à oublier tout ce matériau, pour faire surgir ce qui doit surgir à cet instant-là. Et ça suppose une capacité d'improvisation des deux côtés, c'est-à-dire ça suppose que, et c'est pas facile quand on est en souffrance, c'est pas facile quand on est fragilisé par les doutes qu'on a sur soi-même, mais ça suppose de retrouver en soi cette confiance qui permet de se dire
cette personne-là, je la sens pas. Et d'oser lui dire d'ailleurs, et de voir comment la personne réagit. Peut-être qu'à ses réactions, on va se rendre compte du fait que précisément le fait qu'elle soit capable de vraiment accueillir ça, fait que finalement c'est la bonne personne. Ou peut-être à ses réactions, on va pouvoir se dire non, définitivement, c'est pas la bonne personne. Et c'est pas grave. Voilà, ça donne pas des clés, mais ça signifie aussi que forcément, parce que c'est pas si rare non plus ce rapport au monde. Enfin, c'est rare, mais c'est pas si exceptionnel, c'est pas non plus une personne sur 10 000. Ça veut dire que la vraie question, c'est de trouver dans les kilomètres qu'il y a autour de chez vous, le psy qui va avoir ce type d'écoute. Il existe quasi forcément. Le psy ou même pas le psy d'ailleurs. J'ai des doutes, par exemple à titre personnel, on pourrait en parler, j'ai des doutes sur le coaching. Des doutes, ça ne veut pas dire que je pense que le coaching ne vaut rien. À bien des égards, le coaching peut être précieux à certains moments. Mais je pense qu'il est limité. Et en même temps, bien sûr que les coachs, j'ai rencontré certains coachs qui dans leur travail de coaching allaient tellement plus loin que ce qu'est censé faire d'habitude un coach et étaient tellement pertinents qu'il s'y passait beaucoup plus de choses dans leur travail de coaching et beaucoup plus en profondeur que dans bien des cabinets de psychanalystes ou de psychologues ou de psychothérapeutes. Bon. Et surtout, fuyez les psys qui au fond vont utiliser le fauteuil pour vous faire la morale, dont vous allez sentir que finalement ce qu'ils sont en train de faire, c'est constamment corroborer leur propre récit sur ce qu'il faut être, ce qu'il faut faire, et jouissent du pouvoir de l'imposer aux autres, et quand les autres leur confirment que c'était bien ça qu'il fallait faire, jouissent de cette espèce de confirmation que le monde est bien ce qu'il devait être. Ça, c'est à fuir absolument.